Bonsoir, bienvenue dans cette 31e édition du Bistrot d'Allez le LOSC, l'émission des supporters du LOSC présentée par le site Allez le LOSC et les dogs du net. Au sommaire, ce soir, nous commencerons par revenir sur le match de Metz. Metz-Lille, le LOSC n'a pas eu la Lorraine bancale. Nous verrons ensuite un débat. Nous évoquerons Lyon, Nice, Lille, le Tour de France annoncé par la presse de Christophe Galtier. Et ensuite, pour finir, nous reviendrons sur le championnat de Ligue 1 en évoquant le prochain adversaire du LOSC, Montpellier, gare à cet adversaire ambitieux. Parmi les piliers du bistrot ce soir, alors, notamment pour évoquer le match des Messins, nous avons le soutien de Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir. Nous avons également la présence de Christophe D pour commencer. Bonsoir à toutes et tous. Un deuxième Christophe C aussi présent. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Nous avons bien sûr Arnaud qui est à la réalisation de l'émission et qui reviendra sur les commentaires que vous pouvez faire d'ores et déjà sur le groupe Facebook Allez le LOSC et sur le chat de la chaîne Twitch du bistrot d'Allez le LOSC. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Vous ne le voyez pas, mais il est présent ce soir de façon très discrète. C'est Julien des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et tous. Je croyais que tu allais être très discret. Et nous avons ce soir comme invité un nouveau journaliste, en fait. Nous continuons le tour de la presse de la presse régionale, pardon. L'émission commence difficilement. Donc nous avons ce soir le plaisir de recevoir Stéphane Carpentier, journaliste à La Voix du Nord. Bonsoir Stéphane. Bonsoir le bistrot du LOSC. Santé à tous. Je vois que tu es venu avec des provisions. Alors, Stéphane, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, une ou deux questions en fait sur ton activité de journaliste qui sont des questions en fait qui nous ont été posées sur le forum du site Allez le LOSC. Alors, la première question, c'est une interrogation. On a reçu dans les semaines précédentes des journalistes de la radio. C'est la première fois qu'on reçoit un journaliste de la presse écrite. Comment tu rédiges en fait ton article après le match? Parce que j'imagine que tu dois rendre la copie assez tôt dans la soirée pour pouvoir permettre la publication. Comment ça se passe? Tu commences à rédiger pendant le match? Tu rédiges après? En fait, ça dépend tout simplement de l'horaire du coup d'envoi du match. Par exemple, cette saison, on a eu pas mal de coups d'envoi à 17h, voire 15h même, certaines fois. Et quand c'est à 17h, c'est très confortable pour nous, rédacteurs, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de temps pour écrire l'article et que donc on peut commencer la rédaction du papier après le match. Et qu'on peut même commencer la rédaction du papier après les déclarations du coach. Donc, même si nous, on n'est pas trop sûr de notre analyse, parce que des fois, il y a des matchs qui sont moins lisibles que d'autres, on va dire, dans le commentaire, et où donc on a un peu de recul pour écrire. Par contre, par exemple, si on prend l'exemple du match vendredi soir à Metz, c'était un coup d'envoi à 21h, et en gros, moi, j'ai dû envoyer ma copie 10 minutes après le coup de sifflet final. Donc, en fait, j'ai écrit les 3/4 du papier pendant la deuxième mi-temps. Et pour être tout à fait honnête avec vous, quand c'est des matchs à 21h, avec coup d'envoi à 21h, faut pas trop nous en vouloir si on rate quelques trucs en deuxième mi-temps parce qu'on a la gueule devant le clavier, quoi. Et donc, c'est pas facile, c'est très stressant, c'est rock'n'roll, hein. Il y a plein de journalistes qui détestent faire ce petit exercice-là de ce qu'on appelle le tardif de chez tardif. Et il faut savoir gérer son temps, il faut savoir écrire vite, il faut savoir écrire des parties, on va dire, un peu neutres, où on va être plus dans le récit du match, mais tout ce qui est introduction, conclusion, enseignement, il faut se le garder pour la fin. Et puis là où tout devient vraiment très très complexe, c'est si jamais il y a 2 ou 3 buts dans les 5 dernières minutes. Moi, il y a des matchs comme ça qui peuvent être très, très compliqués à écrire. Si vous avez un 1-0 qui se transforme en 1-2 dans les 3 dernières minutes, là,
c'est vraiment rock'n'roll. C'est chaud bouillant. L'après-match contre Marseille a dû être compliqué alors. Un match Et alors, je m'en fous, c'était mon collègue Olivier Fosseux qui le faisait. C'est une excellente réponse. Alors, en complément de cette question, il y avait une interrogation du même supporter qui est Monsieur Mazur sur le forum à LOSC, qui s'interrogeait sur la façon dont vous décriviez un match. Les matchs, ils peuvent être plaisants, enthousiasmants, tristes, décevants. Et comment vous utilisez les qualificatifs? Parce que sans aller jusque prendre l'exemple de la Provence, je crois, en région marseillaise, qui parfois titre sur la bande de chèvre, mais est-ce que vous avez des limites que vous vous donnez ou qui... En fait, il y a des limites qu'on se donne. C'est pas... J'ai envie de dire, moi j'écris dans La Voix du Nord, je vais pas écrire la même chose que si j'écrivais un blog perso, déjà, parce qu'il y a certains cadres au niveau rédactionnel qui nous sont imposés par la ligne éditoriale du journal. Déjà, on ne doit pas écrire trop en argot ou on ne doit pas être trop familier dans nos propos, sinon ça va être changé. Je peux pas employer des termes trop familiers dans mon récit, ça c'est clair. Et puis après, le reste, c'est de l'inspiration en fonction de ce qui va se passer pendant le match, en fonction du lieu où on est. Par exemple, c'est beaucoup plus facile à être inspiré sur les éléments extérieurs, sur la déco, sur l'ambiance, quand on fait un match européen, par exemple. J'ai eu la chance de faire le récit de la victoire à Milan. Et là, on se régale parce qu'il y a plein de trucs qu'on a vus pendant la journée, du coup, dont on se sert pour raconter notre récit. Tu vois, on utilise plein de petits ressorts comme ça. Et après, ça dépend aussi. L'inspiration, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de toi, ta forme physique du moment. Si tu as fait une énorme chouille la veille, tu seras peut-être un peu moins inspiré le soir du match, comme les joueurs finalement, comme n'importe qui. Et voilà, ça dépend de plein de paramètres. Mais après, les choses, les jeux de mots ou alors les titres qui peuvent être un peu agressifs, comme les chèvres à la Provence, ça, je ne dis pas qu'un jour on le fera jamais, j'espère que je le ferai jamais, parce que si un jour je le fais, ça veut dire que le LOSC est vraiment tombé bas, quoi. Ça veut dire que l'équipe, elle ressemble plus à rien et qu'ils se foutent de notre gueule. Mais si un jour ils se foutent de notre gueule, on l'écrira, hein, je pense. Hein. Nous, le LOSC, on est journaliste. Moi, je suis supporter, hein, du moins, je suis supporter, mais par contre, j'ai pas le droit de le montrer dans mes écrits. Je dois rester neutre. Ça, c'est difficile aussi, quoi. Alors oui, on peut se lâcher, il faut mettre de l'émotion, il faut participer au truc, mais par contre, il faut que je reste, faut que j'ai quand même un minimum d'objectivité, quoi. Ça, c'est obligé. Et parfois, c'est dur. Moi, j'adore aller voir des matchs quand je travaille pas, parce que j'en profite plus que quand je travaille, en fait. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Parce que je peux me lâcher quand il y a un but, et tout, tu es trop content, tu sautes dans les bras de ton pote à côté, ou alors quand l'arbitre il a fait une connerie, tu sors une bonne vieille insulte des familles, voilà, quoi, comme ça nous a tous déjà arrivé. Mais quand tu es en tribune de presse, tu peux pas. Il faut rester dans un cadre. Et pareil au niveau de l'écrit, tu restes dans un cadre. Merci de ces précisions. Alors, je précise, et je crois représenter l'ensemble des intervenants de ce soir, le fait d'évoquer le titre Bande de chèvres à la Provence. On ne souhaite vraiment pas que ça se passe comme ça dans le nord de la France. Hein. C'est du folklore qu'on préfère réserver à nos amis marseillais. Je vous propose, après ce petit préambule, de rentrer dans le vif du sujet, d'évoquer la première partie de l'émission, donc Metz-Lille. Le LOSC n'a pas eu la Lorraine bancale, une victoire 0-2 acquise en deuxième mi-temps. Alors d'habitude, je passe la main à Baptiste qui nous sort ses statistiques. Qui veut commencer? Alors on va commencer par Christophe C. Tiens, je te laisse la main. Oh bah écoutez, j'ai passé une bonne soirée finalement, un peu inquiet jusqu'au penalty, et après je me suis dit ben voilà, comme le reste de l'équipe d'ailleurs, je crois que je fais partie un peu de l'équipe, hein, excusez-moi, il pouvait rien nous arriver, tout simplement. Dire, le deuxième but à la limite est anecdotique, on passe une soirée encore plus tranquille, mais pas inquiet sur ce match. J'ai été surpris de notre tranquillité, justement. Après, Montpellier, j'enchaîne trop vite. Metz, j'étais un petit peu déçu par leur prestation au final, parce que je m'attendais à mieux de leur part. Je les ai pas vus jouer comme sur leur dernier match, qu'ils avaient également perdu, mais voilà, où ça développait un petit peu plus de jeu.
Et puis voilà, et que dire d'autre que bravo Bourak, hein. Même si ça a été une première mi-temps compliquée, il a assuré, comme d'habitude. Donc pourtant, il n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes. Et voilà, bravo à lui, bravo à l'équipe, hein. Voilà, on peut dire que ça, je pense. Alors, un match qui était finalement assez serré, hein, une domination territoriale qui est complètement partagée, 51% de possession pour Metz, 49 pour Lille. Par contre, 18 tirs pour Metz, 9 pour Lille, avec 7 tirs cadrés à Metz et 6 pour Lille. Donc là, sur les tirs cadrés, il y a à peu près égalité. On a 16 fautes pour 13. Donc globalement, c'est un match statistiquement qui est partagé, mais on a vu une première mi-temps et beaucoup d'occasions arrêtées par un super Marc Meillan. Je te vois, Georges, opiner, avoir envie d'intervenir là-dessus. Qu'as-tu pensé de ce match et de ces circonstances, en fait? Bah écoute, pour reprendre le jeu de mots d'Outo en introduction, j'ai envie de dire qu'on a senti pendant une heure à Metz, chez les Messins, on a surtout vu les deux pointes, qui étaient assez tendues au demeurant, puisque il y a eu pas mal de points. En effet, Maignan a fait le boulot. Il y a un penalty qui est arrêté, qui est pour moi un des vrais premiers tournants du match. Je pense qu'il a pris un ascendant psychologique à ce moment-là. Au bout du compte, il n'a pas énormément d'arrêts à faire, mais c'est des arrêts énormes, des arrêts assez costauds. Moi, ça m'a un peu rappelé, pour toujours faire la référence à 2011, le match à Saint-Étienne, qui était un match comme ça, à prime abord, qui semblait pas être le match le plus compliqué de la saison, et où on a gagné surtout, je dirais, grâce à des qualités mentales. C'est ce que Christophe évoquait. C'est-à-dire que là, c'est pas tant le talent, le bloc équipe qui a fonctionné, mais réellement, il y a eu autre chose. Il y a eu l'alchimie d'une équipe qui sont dans la dernière ligne droite. Et en effet, j'ai envie de dire, comme Christophe l'a dit, on a l'impression qu'il ne peut plus leur arriver, enfin, croise les doigts, bien sûr, mais qu'il ne peut plus leur arriver grand-chose de ce point de vue-là. Et ce match en est le témoin, parce que je crois qu'ordinairement, dans une saison, 9 fois sur 10, ce match-là, on le perd, quoi. Christophe D, tu es du même avis? Tu as vu le même match que Georges? Moi, j'étais loin d'être serein. Sérieusement, le match était brouillon, on loupait tout. Et franchement, première mi-temps, je me suis dit, bon, on a du bol. Parce qu'il y a le poteau, je ne sais plus si c'est première mi-temps, deuxième mi-temps, mais on a un bol énorme parce qu'on sort de la première mi-temps sans perdre. Je dis, c'est déjà bien. On est solidaire, mais si on n'est pas plus précis devant, on va pas y arriver. Et pour finir, ça se décoince sur une action. C'est Jean-Michel à peu près Sanchez qui fait un truc bizarre et qui s'écroule et qui va faire un tac allongé extérieur du pied et Bourra qui part au but. Ça, c'est juste, t'as gagné au loto, quoi. Et je comprends que les Messins là-dessus ils ont eu un peu la tête dans le seau. Et après, derrière, bon, la fin de match, elle n'est pas mieux, quoi. On a 1-0, on n'est toujours pas serein, on cafouille encore les ballons. Et puis, il faut que Čelić il ait le droit de faire 20 mètres dans la surface pour aller marquer un but. Et ça, c'est merci les Messins. Mais franchement, non, j'ai pas été serein du tout. Et je pense que c'est heureux. Et par contre, ça a des vertus du courage. Ça a la vertu de l'abnégation. Ça a la vertu du champion qui veut rien lâcher. Mais on ne peut pas dire qu'on était beau, quoi. On ne peut pas dire ça. Julien, tu as quelque chose à rajouter? Pas grand-chose parce qu'on en a déjà parlé ensemble avec Christophe et on est complètement alignés là-dessus. C'est vraiment, la solidarité, l'abnégation qui nous a permis d'aller au bout de ce match. Sanchez a vraiment été le Casper de la première mi-temps. Alors, les stats ne disent pas exactement ce qu'on constatait. Moi, je trouvais qu'il avait perdu beaucoup de ballons. Bon, en l'occurrence, 28 passes et 7 passes ratées seulement, ou quand même, je ne sais pas exactement ce qu'il faut dire, mais moi, ces 7 passes marquées, elles m'ont marqué, c'est le cas de le dire, et j'ai eu l'impression qu'il jouait à l'envers, et à partir du moment peut-être où il est venu un peu plus au centre du terrain, il a apporté plus. Clairement, le fait d'être sur cette aile, c'est pas forcément un truc qui l'aide beaucoup, je pense, et il rend service. Et c'est là où on peut quand même lui reconnaître cette capacité de s'adapter, d'être présent avec le groupe et de faire ce qu'on lui demande. Et ça, c'est très chouette. Et sa passe sur le but est extraordinaire. Parce que quand vous regardez le but, rien n'est fait au moment où il prend le ballon. Hein. C'est une espèce de 4 ou de 5 contre 2. Et c'est vraiment parce qu'il joue avec les fesses, parce qu'il se retourne, qu'il met ce ballon à Bourak. Bon, et puis après, le but de Bourak, il faut le mettre, quoi. Donc,
Non, pas serein du tout cette première mi-temps. Content que grâce à ses vertus de solidarité et au fait qu'on lâche rien, on arrive à gagner ce match. Et puis finalement, toujours les mêmes forces que d'habitude, un bloc défensif extrêmement performant avec des joueurs qui, je pense, ont bénéficié de la trêve parce que un mec comme Selic, je l'ai trouvé super, je l'ai trouvé vachement frais et il a beaucoup apporté. Et puis, peut-être aussi parler un peu de l'arbitrage parce que certes, il y a penalty, mais si je dis pas de bêtises, c'est un coup franc qui amène le penalty, c'est ça, juste avant. Et il n'y a pas coup franc avant. Donc, à partir de là, encore une fois, un fait de jeu qui nous a été un peu défavorable, quoi. Stéphane, tu as vu le match avec ton œil de journaliste, avec ton collègue Olivier Fosseux, si j'ai bien retenu ce que tu nous as dit tout à l'heure. Comment tu analyses cette performance de Lille et celle de Metz, finalement, qu'on attendait? Alors, on craignait un peu Metz parce que, effectivement, c'est une équipe qui était en milieu de tableau, mais qui pouvait encore lutter pour une place en Europa League, mais qui, finalement, sortait d'une série qui était quand même assez négative, avec 3 défaites et un nul. Ouais, c'est vrai que Metz était pas sur une bonne série, mais c'est aussi un stade où, de mémoire, historiquement, en général, il nous arrive pas souvent malheur là-bas. Souvent, on gagne à Metz. Je sais pas, il y a des endroits où il doit y avoir des ondes positives. Même quand on n'est pas terrible, on gagne. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce match-là, c'est qu'on n'a pas fait un super match. Lille n'a pas fait un super match. Et s'en est quand même rudement bien sorti quand on regarde le scénario, parce que tu as un pénalty arrêté, un tir sur la barre des arrêts, un arrêt miraculeux de Maignan. À un moment donné, ça peut faire 3-0, c'est fini, quoi. Emballé, c'est pesé, on a perdu et on peut se mordre les doigts, quoi. Finalement, Maignan, il nous maintient dans le match, c'est lui qui nous fait gagner ce match. Pour moi, c'est clair, c'est lui. Le reste, je suis un peu inquiet par le rendement, par l'animation offensive de l'équipe qui reste, à mes yeux, pas terrible sur ce plan-là. Alors ouais, c'est super solide. Il y a de l'abnégation, tu sens que les mecs ils mouillent le maillot et qu'il y a les vertus pour peut-être aller au bout dans un championnat normal, sauf que là on n'est pas dans un championnat normal, il y a Monaco, Paris en pleine bourre, et si on veut être champion il va falloir marquer plus de buts à mon avis et être mieux dans le jeu. Et quand je vois des joueurs comme Bamba qui sont l'ombre de ce qu'ils ont été en première partie de saison, quand je vois Sanchez qui fait une première mi-temps catastrophique alors qu'il y a des jambes de feu, quand on voit que le mec il a des jambes de feu qui peut faire la différence à tout moment, comme il l'a fait sur l'ouverture de score, où c'est ça, c'est grâce à ça qu'il fait la différence. Je me dis, les mecs ils vont devoir quand même lever le curseur à certains niveaux, au niveau justesse technique, sinon ça va pas le faire, quoi. Sinon ça va faire 2, 3 ou peut-être même 4 à l'arrivée, quoi. Et c'est ce qui sera pas vilain, sauf si on fait 4, on aura tous les boules. Mais là où on en est, autant être champion, quoi. Arnaud, tu as quelque chose à dire sur ce premier tour de piste pour le match Metz-Lille? C'est vrai que, tout a été dit quasiment, mais quand on regarde un peu le match, j'ai cru, le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, je pensais au match de Brest-Lille. On a pris le bouillon, mais à un point, comme jamais. J'ai cru qu'on allait vraiment se prendre une raclée, mais heureusement, il y a Maignan. Et j'ai remarqué depuis quelques matchs quand même que Maignan est vraiment le grand patron de l'équipe. Il parle dans les vestiaires, il est toujours au top. Il n'a pas eu un moment de faïence actuellement. Je touche du bois encore, mais c'est vrai que c'est énorme. Maignan fait une fin de championnat remarquable. J'ai jamais vu un gardien aussi fort mentalement et physiquement sur un terrain. Il y a des moments où on peut dire ça va pas passer, mais là, moi je dis chapeau Maignan pour l'instant. Après c'est vrai que sur les buts, c'est vraiment des buts, allez, on va dire de futurs champions, on va dire. Et c'est vrai, comme dit Georges, ça ressemble fort au match de Saint-Etienne, où il y a eu un moment donné où Mavouba, qui marque très peu de buts, marquait ce but à Saint-Etienne, et on a dit ça y est, si Mavouba marque, on peut être que champion. Et ça s'est passé un peu il y a quelques temps aussi, je l'avais dit sur une dernière émission, c'était Fonte, quand il a commencé à marquer des buts aussi. Fonte, il a pas l'habitude de marquer, et là il commençait à marquer des buts. Je m'étais dit, est-ce que c'est peut-être la patte du champion aussi? On verra par la suite. Il nous reste 6 matchs, 6 finales, on verra.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux? Alors, je sais que ce soir, c'est PSG qui joue la Champions League, donc généralement, les gens sont plutôt discrets. Alors, je rassure les auditeurs, on est en train de regarder le match et on leur donnera des informations, on fera le but par but. Ne zappez pas tout de suite, restez avec nous. Alors, y a-t-il des réactions sur les réseaux sociaux, sur le chat? Il y a Derrick Cotte qui dit déjà d'une part, il a trouvé un très bon titre. C'est vrai qu'il a marqué 0-2, La Messe Edit. C'est que c'était un beau titre aussi. Ça aurait pu être dans la Voix du Nord aussi, hein. Mais bon. Et sinon, il dit aussi Ils l'ont jamais fait. Alors, Derrick Cotte, pour info quand même, parce que je suis le représentant des sections expatriées, c'est Virgile, le président des Docs du Rhône. Hein. Ah d'accord. Ok. Et sinon, il dit, je trouve que nous avons du mal à nous projeter vers l'avant. Et c'est vrai que heureusement qu'on a une très bonne défense, mais c'est vrai que le milieu a du mal quelquefois à se mettre en avant. Et c'est vrai que ce qui manque, c'est les Sanchez et Bamba, comme disait Stéphane. Pour l'instant, ils sont pas à leur niveau. Et vous imaginez si tout le monde était à leur niveau. Je pense que là, on aurait été déjà avec, je vais dire des bêtises, 9 ou 12 points d'avance. Parce que si on avait eu un Sanchez excellent toute cette fin de championnat et un Bamba comme la première partie de championnat, je pense qu'on s'envolait et on n'en voyait plus. Hein. Oui, mais avec Dessy, on dit qu'on mettrait Paris en bouteille, et là, il s'agit simplement de les mettre au dehors de la première place. Je vous propose de faire le deuxième tour de piste avec la question habituelle, savoir quels sont les joueurs qui vous ont marqué. On a déjà commencé à évoquer le sujet sur les premiers commentaires. Donc, en plus et en moins, et quels sont les joueurs de Metz qui ont attiré votre attention? Alors, qui veut commencer? Je propose Julien. Tiens, on ne te voit pas, mais on va t'entendre tout de suite. Comme à chaque rencontre dernièrement, Reinildo et en troisième Reinildo quoi. Quelle transformation ce mec, quel joueur il est devenu, c'est incroyable. En première mi-temps, j'ai eu l'impression qu'il était meneur de jeu. Ils sont un peu tous passés à travers, sauf lui. Donc c'est vraiment un grand bonheur de voir jouer ce mec. Après, évidemment, le Kral, hein, vous connaissez mon amour pour Bourak et ce mec qui marque dans toutes les positions, quoi qu'il arrive, cet assoiffé de but, ce renard, c'est incroyable. Et quand tu vois le but, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est loin d'être fait au moment où il prend le ballon. Hein. Et il faut la mettre. Taper comme ça, aussi fort, droit devant soi et pas la croiser, je pense qu'il y a 80% des mecs qui croisent à ce moment-là. Hein. Et lui, il est tellement dans ce souci d'efficacité, cette obsession. Et puis le troisième joueur que je vais citer, c'est pas parce que c'est un joueur plus, mais c'est justement Sanchez dont je parlais tout à l'heure, parce que je voudrais rebondir sur le débat que j'ai trouvé très bon hier soir sur Tribune Nord de Sylvain Charlet, et je le dis pas toujours, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant sur qui va apporter le plus jusqu'à la fin de saison. Et j'étais pas convaincu de ça, mais les mecs m'ont convaincu. Je pense que Sanchez, en fonction de ce qu'il va produire d'ici la fin d'année, ça va être le facteur X. Parce que quand il joue à son plus haut niveau, c'est en anglais on dit step up quoi. Tout le monde franchit un cap en plus et on l'a vu contre Milan. Le facteur X de ce match à Milan, c'est Sanchez. Et s'il arrive à produire ça, s'il arrive à être plus sobre dans son jeu, à pas vouloir tout faire, à être efficace et à utiliser, comme le disait Stéphane, ses jambes de feu, je pense qu'on va au bout. Je pense que s'il nous fait que des premières mi-temps comme il les a faites là, on n'ira pas au bout. Donc je pense vraiment que Sanchez sera le facteur X de cette fin de championnat. Et du côté messin, un joueur en particulier? Non, il n'y a rien qui me vient. J'ai pas les notes sous mes yeux, donc non, là, j'ai rien qui me vient. Christophe D, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, côté messin, moi, j'aime beaucoup Boulaya. Hein. Et encore là, sur ce match, je trouve que c'est vraiment un joueur. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle les joueurs un peu à l'ancienne, sauf qu'il sait jouer sur tout le front de l'attaque. Il est précis. Non, franchement, s'il avait des joueurs. Parce que les attaquants de Metz, ils avaient quand même un peu les pieds carrés. S'il y avait des attaquants un peu plus précis, je pense qu'il mettait quelques balles de but sur ce match-là. Hein. Il est vraiment très, très bien, ce joueur-là. Je ne sais pas où il finira, mais Boulaya, j'avais déjà vu contre Monaco. Je ne savais pas son nom. Ça me passait. Du coup, j'ai révisé un peu. Mais non, il était très, très bon joueur. Côté de Metz, après, ils ont un bon gardien qui était formé à Lille, hein, mais bon, on ne peut pas faire grand-chose sur les buts. Et après, du côté de Lille, c'est un peu les mêmes. Alors, je dirais, Maignan, ce qui est précieux maintenant, c'est qu'il sort beaucoup plus qu'avant aussi. Là, il fait des sorties jusqu'à sa limite de sa surface. J'ai cru voir Tony Silva à un moment donné, tellement il sortait loin.
Et franchement, c'est précieux pour une défense parce que quand on prend l'eau comme ça et qu'on a le gardien qui vient et qui prend le ballon et qui dit OK, c'est bon, c'est pour moi, ben ça soulage tout le monde. Et puis, à part ce qu'on a déjà dit, Bourak et Renildo, qui étaient énormes, je dirais un petit mot pour Botman, parce que Botman, on en parle moins maintenant, on en parlait beaucoup au début de saison, mais il fait encore un super match, comme Fonte d'ailleurs. Hein. Il fait encore un super match, Botman. Et alors, il n'est pas rapide, mais alors, s'il est bien entouré comme il est entouré là, sa puissance physique et son apport dans la surface, c'est juste énorme. Hein. C'est presque du basket avec lui. Hein. C'est-à-dire qu'il projette sa zone et ça ne bouge pas autour. Hein. Donc franchement, de toute façon, on peut dire que c'est plutôt le défensif qui est mis à l'honneur. Hein. Christophe C, tu veux rajouter quelque chose? Tu es d'accord avec l'analyse de l'autre Christophe? Oui, dans la globalité, tout a déjà été cité, mais par contre, je voudrais faire un petit truc là, on le cite souvent dans les positifs, et je crois qu'il a peut-être réalisé un de ses moins bons matchs, Benjamin André, ce week-end. D'ailleurs, il est sorti assez tôt, je pense d'ailleurs, mais je l'ai trouvé nettement moins bien que d'habitude, avec très peu de justesse dans son jeu de passe, dans sa relance. Enfin voilà, un match compliqué pour lui. Donc voilà, je vais essayer de faire court pour compenser un petit peu. C'est parfait. Georges, est-ce que tu as repéré un top plus ou un top moins? Je suis assez d'accord au niveau des plus. Ça paraissait quand même assez évident. Bourak, Renildo, encore une fois. L'autre côté aussi, c'est Lick, surtout pour sa deuxième mi-temps, et puis le Kral devant. Par contre, je voulais rebondir sur ce que disait Arnaud tout à l'heure quand il disait la première mi-temps lui rappelait celle de Brest. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a un autre point commun entre la première mi-temps de Brest, ce match de Brest et celui de Metz, c'est que c'est au sortir d'un énorme exploit. C'est-à-dire qu'avant Brest, c'est le 3-0 à Milan. Et donc, avant le match Metz, c'est quand même la victoire au Parc, qui n'est pas rien non plus. Et moi, je fais le lien, je m'interroge sur quelques joueurs, et notamment, il y en a un qui m'échappe complètement dans le jeu, parce que autant il a été flamboyant au Parc, il a été extraordinaire, que là, je l'ai trouvé complètement absent, mais on a peu parlé, c'est Soumaré, que j'ai vraiment pas trouvé bon du tout. Après, on évoquait Sanchez comme le Casper. Alors, sur la première mi-temps, c'est pas le Casper, Sanchez, parce que justement, il prend beaucoup d'initiatives. Il se rate à chaque fois. C'est vrai qu'il y a eu énormément de déchets. Il n'était pas bon en première mi-temps, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir pris les initiatives. J'en dirais pas autant d'Ikoné et de Bamba. J'ai trouvé aussi très discret. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien entre le fait que les deux fois l'équipe sorte d'un exploit, mais on sent chez quelques jeunes joueurs peut-être moins d'enthousiasme, moins de dynamique que ce qu'ils ont pu amener au Parc. Donc voilà, quoi. Après, ouais, les 3-4 bons, je pense qu'ils ont été cités. Je pense qu'il ne fallait pas oublier Botman, en effet, dans l'eau des meilleurs, quoi. Stéphane, tu as entendu la sélection du bistrot. Es-tu d'accord avec ces analyses? Et puis surtout, comment tu as trouvé les joueurs? Toi, tu as vu après à la conférence de presse? Tu as assisté? Tu sais, François, on ne voit pas grand monde en conf de presse en ce moment. Et on est au LOSC, on est malheureusement dans un club où les joueurs ne parlent pas beaucoup. Hein. Ils se cachent un peu, ils ne parlent pas beaucoup à la presse. Hein. C'est un club compliqué pour les journalistes. Hein. C'est aussi compliqué que le PSG, je peux vous le garantir. Malgré ça, tu as ressenti un peu ce qu'évoquait Georges, une espèce de décompression après le match au Parc, ou ça pourrait expliquer cette première mi-temps difficile? Non, je pense pas. De toute façon, il y avait, au niveau de la première mi-temps difficile, pour moi, le problème, c'est toujours c'est dans l'animation, où de toute façon, c'est pas terrible, et ça fait un petit moment que ça dure, parce qu'il y a des joueurs qui sont moins bien, comme je répète, comme Bamba, qui joue tous les matchs, tous les matchs, hein, il sort jamais de l'équipe, hein, et qui est pas très bon ces derniers temps, il faut bien le dire. On voit au niveau de l'influx sur les résultats, ça fait un moment qu'il a dû faire une passe décisive sur corner, ça devait être contre Nîmes, mais sinon, depuis 3 mois, il n'a rien fait. Après, je suis assez d'accord avec notre ami qui est sur l'autoroute A10, c'est Julien, c'est ça? Et je pense que Renato Sanchez, ça sera le facteur X de cette fin de saison. J'ai l'intime conviction que ce sera le facteur X de cette fin de saison parce qu'il a de la fraîcheur, parce qu'il a manqué une grande partie de la saison, parce que c'est un mec qui a du feu dans les jambes, c'est un mec intelligent, c'est un mec qui a du talent. Si Galtier le cadre bien et le place bien, c'est le joueur qui peut tirer l'équipe vers le haut. Ça peut être donc notre facteur X. Après, sur ce match, j'ai adoré Renildo,
qui représente, selon moi, l'avenir proche du club. C'est un joueur qui devrait rester encore, j'espère, quelques années, qui a des vraies valeurs et qui devient très bon. Donc ça, c'est le genre de joueur, s'il y avait le public, ça serait à mon avis rapidos, une des coqueluches du stade. En plus, c'est un mec bien, tout simple, humainement, avec une histoire super. Et puis, pour en finir, si on devait recruter un joueur, je trouve que le jeune Sénégalais, Papé Matar Sarr, c'est un super joueur qui bonifie tous les ballons, qui est propre, qui est techniquement très bon. Et ça, le club qui le prendra, ça sera la bonne pioche. D'ailleurs, il y a déjà un club dessus. Il avait déjà fait un gros match à Monaco aussi. Tout à fait. Et il y a 18 ans, le gamin. Il y a que 18 ans. Et puis, maintenant que Campos est parti, le fait qu'il ne parle pas portugais ne représente plus un obstacle pour son recrutement. Ceci étant prêt. Alors, Arnaud, pardon, j'ai oublié Arnaud. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Et est-ce que tu as des avis sur les forums? Et je te laisse annoncer parce que je vois que nous avons de la visite d'un des amis du bistrot de l'Osc. Et oui, on a la visite de Fernando D'Amico qui souhaite le bonsoir à tout le monde. Ah, donc, excellent. Il nous regarde, oui. Après, c'est vrai que on voit qu'il y a Lost Boy qui dit aussi Maignan, c'est le gardien du temple. Une pensée au bar du temple, qui est fermé malheureusement, mais bon, c'est ça. Et c'est vrai que Renido, c'est la révélation. Autant la saison précédente, on flippait dès qu'il est rentré en jeu, et autant cette année, c'est remarquable. Et c'est vrai, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, Lost Boy dit, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Carpentier concernant Renido. C'est vrai que c'est remarquable. C'est une transformation importante. Après, de mon côté à moi, je vois simplement que la défense, je crois que c'est le 16e clean sheet, je crois, il me semble, si je me trompe pas. 19e. Combien? 18e. Bah, ça fait quasiment la moitié des matchs de tout c'est énorme. Donc on a une défense de fer, en espérant qu'on la garder l'année prochaine. Ce serait parfait. Quoique, il paraît que Botman est déjà parti à Liverpool pour 45 millions. Mais ça, on sait pas, c'est Canal+ qui le dit, hein. On verra bien. Mais sinon, quel joueur retenir? Ils sont quasiment tous, à part peut-être un peu moins bien Sanchez sur la première mi-temps. Et c'est vrai que Bamba un peu essoufflé. Sinon, on reste André, c'est un poumon énorme. Et il est remarquable ce gars-là parce qu'il a fait quasiment tous les matchs. On pourrait même peut-être penser justement à Fernando D'Amico. On l'appelait toujours l'homme à trois poumons. André, c'est un peu la même chose, hein. Il a fait quasiment tous les matchs, que ce soit en championnat, en Coupe d'Europe et en Coupe de France. Et il est toujours là. Il est toujours, même s'il a eu un petit creux il y a 4-5 matchs, il est revenu en pleine forme. Tant mieux. Et au niveau de Metz, ouais, Boulaya. Moi, je l'aimais bien aussi, Boulaya. C'est pas mauvais. Ouais, je voulais juste rajouter un joueur qu'on a évoqué que très peu dans la conversation, c'est Chelik, qui fait un très bon match, à mon avis, qui apporte un gros plus sur le côté et qui, avec Renildo de l'autre côté, constitue vraiment une paire d'arrières latéraux qui a été très utile dans ce match. Voilà, je voulais juste, on l'a pas cité, je voulais qu'on l'oublie pas. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Donc, en ouvrant un débat, donc Lyon, Nice, Lille, le Tour de France annoncé de Christophe Galtier. Donc, avant le match contre le PSG, on a annoncé Christophe Galtier, entraîneur à Lyon. Il a carrément démenti de façon assez ferme dans une conférence de presse sur une question posée par Adrien Bray. Malgré cela, on continue à l'annoncer à Nice, puis maintenant d'une nouvelle fois à Lyon. D'un autre côté, on a Olivier Létang qui annonce qu'il souhaite effectivement le garder. C'est une situation qui est un peu embarrassante pour l'avenir. Que pensez-vous en fait de cette situation? Est-ce que c'est de la déstabilisation? Est-ce que c'est un enjeu important de cette fin de saison? Qui veut commencer là-dessus? Je vois des regards fuyants. Alors je vais prendre Georges pour commencer. Que penses-tu en fait de cette insistance de la presse? Et après on demandera l'avis d'un professionnel. Alors que Christophe Galtier, je le rappelle, en conférence de presse, a annoncé qu'il n'avait de contact avec personne, que sa priorité c'était plutôt Lille, mais qu'aujourd'hui il n'y avait aucune négociation pour son avenir. Alors, Georges. Je dirais que d'abord, un type que la rumeur envoie un petit peu partout en France, on n'avait pas vu ça depuis Dupont de Ligonnès. Donc, pour situer, je pense que aujourd'hui,
Ça va être dur de passer après toi, Georges. Évidemment. Bah, il y a eu Émile Louis la semaine dernière, donc voilà, je voulais rester dans la continuité. On va voir arriver Jean-Marc Morandini dans quelques instants. Non, mais surtout, moi, la question que je me pose, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret d'Alco, des recruteurs, mais est-ce qu'il est raisonnable pour lui de prendre sa décision maintenant, sachant que pour l'exemple lyonnais, il y a une indécision totale sur le club en termes d'avenir, est-ce qu'ils seront dans le top 3? J'ai envie de dire que je dirais toutes les perspectives indiquent plutôt qu'ils risquent de se retrouver, enfin la 4e place c'est loin d'être impossible avec au vu du contexte. Donc je sais pas, on sait évidemment, c'est un secret de polichinelle qu'il y a de vraies chances qu'il s'en aille, mais moi je pense que réellement il peut s'en aller, je suis pas certain qu'il ait déjà posé une destination. Après, la question des stabilisations, est-ce qu'au final, c'est une question que je me pose, ça déstabilise pas plus l'Olympique Lyonnais? Parce que nous, ça met juste le doute sur le fait que Galtier soit plus là. Par contre, pour Lyon, ça amène la certitude totale que Garcia n'y sera plus, quoi. Christophe D, on va commencer. J'ai oublié le plus important. Christophe D, comment tu vois ça? Est-ce que c'est du buzz pour la presse? Alors, on posera la question après à Stéphane Carpentier. Est-ce que c'est un buzz de la presse qui reprend finalement des rumeurs en se disant après tout, de toute façon, ça reste crédible et au pire, si ça arrive, on l'aura dit? Ou est-ce que c'est un vrai enjeu? Est-ce qu'il y a déjà des contacts qui ont été pris alors que Christophe Galtier, qui est plutôt réputé pour son franc-parler, a annoncé clairement que ce n'était pas le cas? Pas le cas. Ouais, non, mais vu le personnage, je pense que s'il dit qu'il n'a pas de contact, qu'il veut pas de contact, il doit pas en avoir. Peut-être que ses proches ont des contacts, mais lui, il se demande à être isolé de tout ça. Et je crois vraiment qu'il veut faire ça pour l'instant parce que ça n'a pas beaucoup de sens de se projeter alors qu'on est dans le sprint final. Et qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer l'année prochaine, mais même pour les autres clubs, enfin, c'est à part les PSG, Bayern, tout ça qui savent à peu près ce qu'ils vont devenir, le reste c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc pourquoi ils se projeteraient, je pense pas. La vraie surprise, c'est qu'ils remplacent plus à Saint-Etienne. Là, franchement, là, je serais vraiment étonné. Mais sinon, je pense pas que Galtier, il avait dit qu'il avait des envies d'étranger. Alors peut-être qu'il laisse venir, il attend tranquillement qu'il y ait une offre de l'étranger qui arrive. Mais de toute façon, on a l'entraîneur le plus bankable. Donc, lui, il n'a plus qu'à attendre. Il a une position assez confortable. Même pour négocier avec les temps, il peut attendre et puis voir ce qu'on devient. Parce que l'année prochaine, je crois qu'il y a 8 contrats, Baptiste, je crois qu'il disait ça, ou Arnaud, qu'il y a 8 contrats de joueurs qui se finissent en 2022. Donc, peut-être qu'il y a moyen de discuter aussi là-dessus. Voir ce qu'est l'avenir du club, qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là, comment on se projette. Et puis, il a le temps, en fait. Il a le choix d'attendre. En fait. Ça, pour lui, c'est tout confort. Je vais me draper dans une virginale candeur, mais Christophe Galtier apparaît plutôt comme un homme de projet. Est-ce que parmi les échos qu'on trouve dans la presse, Lyon-Nice, il y a un projet qui vous paraît susceptible de séduire Christophe Galtier? Christophe C. Bon, s'il y en avait un des deux, je dirais Lyon. Chance. On t'entend pas très bien, Christophe. Même s'il y avait un des deux clubs à retenir, je retiendrais Lyon, qui est plus susceptible peut-être de jouer l'Europa League que la Ligue des Champions. Mais pour moi, ni l'un ni l'autre. Oui. Elle est intéressante ta question, François, parce que parler de projet, pour moi, c'est le cœur du sujet quand on parle du départ de Galtier. Et la question derrière, c'est quoi le projet de Lille aujourd'hui ? Et pour moi, c'est le vrai sujet. Parce que d'accord, aujourd'hui, à la tête du club, tu as le porte-parole du fonds Merlin Partners qui s'appelle Olivier Létang. Bon, bah merci d'être là, un très bon communicant, c'est génial. Mais le mec qui a les cordons de la bourse, il s'appelle Martin Peterman. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Il vient quand ? Il nous explique quand ce qu'il a envie de faire. Parce que pour l'instant, si on s'en tient uniquement à ce qu'on sait, le mec, il a travaillé pour JP Morgan sur la dette souveraine argentine, et il a plutôt fait du mal aux Argentins. Il bosse avec des associés qui vivent tous dans des paradis fiscaux. Qu'est-ce que ça renvoie comme image ? Est-ce qu'on peut avoir confiance en ces mecs ? Ben, moi, je n'ai pas confiance en ces mecs. Enfin, on sort d'une ère Lopez où on a vu ce que ça pouvait donner
les mecs qui avaient surtout une vision ultra capitalistique et en gestion de fonds de clubs comme le LOSC, moi je ne suis absolument pas rassuré par les propos d'Olivier Létang. Alors, j'ai pas hâte d'arriver au mercato, mais j'ai un peu hâte quand même parce que je pense que ça va être le money time et on va se rendre compte ce qu'a vraiment ce projet dans le ventre et on va voir combien de joueurs vont être vendus à l'intersaison. Et on en saura un peu plus quand on verra ça. Mais pour l'instant, on ne sait rien de ce projet. Et moi, je vous le redis, souvent ça en choque certains ici, mais je ne crois pas pour l'instant ce que dit Olivier Létang, parce que je ne comprends pas comment un club peut fonctionner sans que jamais son propriétaire ait pris la parole, se soit exprimé et exposé à minima ce qu'il entend faire. Même Franck Marcourt à Marseille, il s'exprime, il se déplace et il dit les choses. On est quand même, et même à Bordeaux où c'est le bordel, ils ont déjà entendu les propriétaires. On n'a jamais entendu notre propriétaire. On ne sait même pas à quoi il ressemble. Christophe, on t'a coupé parce qu'on ne t'entendait pas très bien. Est-ce que le son s'est rétabli? Tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste, j'ai du mal à imaginer qu'un club comme Lille, avec Galtier à sa tête, attende les 3 derniers matchs du championnat pour préparer la saison prochaine. Pour moi, c'est inimaginable. Ils ont forcément anticipé les choses. S'ils ne l'ont pas fait, c'est une faute grave. Après, est-ce qu'il ira dans un club comme Lyon qui jouera plutôt l'Europa League que la Ligue des Champions? En tout cas, je le souhaite. Pourquoi pas, mais voilà, c'est peut-être le seul club français où il pourrait aller. Après, à part l'étranger, avec des postes qui vont peut-être se libérer comme Arsenal, qui peut-être avoir un jeu qui pourrait lui correspondre avec des joueurs qu'il connaît, un championnat qui pourrait l'intéresser. Je vois pas trop où il pourrait aller ailleurs. Enfin voilà, mais en France, à part Lyon, je crois pas. Non. Stéphane, toi Oui. qui assistes aux conférences de presse, qui a peut-être des contacts un peu plus privilégiés avec Christophe Galtier que nous, enfin tu le croises de temps en temps, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est de l'acharnement médiatique? Est-ce que tu penses qu'il y a effectivement une problématique de projet à la fois lillois, lyonnais, mais aussi niçois? Nice peut avoir un très beau projet à moyen long terme, c'est pas complètement absurde comme situation. Comment tu vois en fait cette situation? Comment tu l'analyses? Je pense déjà que tout simplement, en fait, Galtier, il est face à une réflexion et qu'il n'a pas encore pris sa décision, tout simplement. Mais après, je suis intimement persuadé que c'est quand même pas acquis complètement, mais en partie acquis chez lui, qu'il partira en fin de saison et que ça sera pour le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, où club avec lequel il a déjà eu des contacts cette saison. On le sait, ça date de avant Noël. Il y a déjà eu des contacts. On sait que Garcia ne va pas rester. Donc, Aulas cherche un nouvel entraîneur, qu'il connaît très bien Galtier, vu qu'il l'a déjà eu comme entraîneur adjoint là-bas. Donc, en plus, du coup, ça pose moins de problèmes le fait qu'il ait eu les Verts, hein, parce qu'il y a aussi cette passerelle-là qui peut être problématique. Comme nous, il pourrait être problématique. Un jour, si on vous dit dans 2 mois, et Franck Hez, entraîneur du LOSC, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous voyez? Donc, il y a toute cette... Je prends. Ah oui. Bah oui, il faut prendre, ça a l'air d'être un... Ça a l'air bon. Des fois, il faut aller au-delà de tout ça. Vous voyez, mais moi, je pense qu'il est en pleine réflexion et que la réflexion, elle est encore en cours par rapport au manque de clarté du projet lillois, quoi. Le projet, il n'est pas clair. Pour l'instant, on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il va falloir rembourser des dettes qui ne sont pas inconséquentes, qu'on va devoir vendre, qu'on va devoir plus vendre qu'acheter, ça c'est sûr. Donc avec quelle équipe on aura la saison prochaine, quelle force de frappe on aura. Voilà, quoi. C'est plein de questions qui sont pour l'instant sans réponse. Mais je pense, moi après, si vous me demandez mon avis, moi je pense qu'il a fait 4 saisons à Lille et malheureusement pour nous, je pense qu'il va partir. Bon, mais Julien, tu as contaminé tout le monde. Non, mais je suis content que quelqu'un qui soit, je suis content que quelqu'un qui est plus proche du club encore que nous dise que le projet n'est pas clair. Moi, ça me fait plaisir d'entendre Stéphane qui dit ce soir le projet n'est pas clair, parce qu'il faut être capable de voir les choses honnêtement et de dire qu'en effet ce projet n'est pas clair. Enfin, c'est pas normal de ne pas connaître l'actionnaire de notre club. Le projet n'est pas clair parce que
tout simplement, ils ont décidé de ne pas communiquer sur le projet. Donc, si ça tombe, ça veut dire qu'ils ne savent même pas eux-mêmes quel projet ils veulent mettre en place, quoi. De toute façon, ils ne communiquent pas. Nous, on sollicite régulièrement des interviews avec Olivier Létang qui restent sans réponse, hein. Ça fait 4 mois que vous avez un nouveau président au LOSC. On a dû le faire parler dans La Voix du Nord 2 ou 3 fois, mais sur des faits précis pour lesquels on l'appelle et il va nous répondre. Mais on n'a pas eu d'interview d'Olivier Létang. Alors, c'est vrai faute d'avoir essayé, hein. Alors, c'est vrai que le cœur du problème, c'est pas tant de ne pas connaître les dirigeants hollandais, luxembourgeois des fonds Martin. Je crois que le cœur du problème, c'est combien on doit et dans combien de temps on doit les rembourser. Ce qui va déterminer finalement surtout la nécessité de vendre au mercato d'été et donc la qualité de l'effectif qu'on aura au mois de juillet à la reprise du championnat. C'est ça en fait la clé du problème. Et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité là-dessus parce que Olivier Létang, même au départ, dans ses interviews d'arrivée lorsqu'il est devenu président, a toujours dégagé en touche pour la partie financière du montage, que la partie financière et juridique. Si à Galtier, on lui dit « Ok, la saison prochaine, mais on vend Sanchez, on vend Bamba, on vend Soumaré, on vend Botman, Fonte, c'est trop cher, on ne reconduit pas. Il fait quoi, Galtier? Il fait « Vous me filez quoi ?» Alors qu'à Lyon, on va lui proposer autre chose. Moi, je mets les voiles si je suis à sa place. Tout à fait. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce que la saignée va être aussi importante dans ses discours d'arrivée? Olivier Létang assurait qu'il était là aussi pour avoir un sportif compétitif et pas uniquement une braderie pour apurer les dettes. Maintenant, qui faut-il croire? La seule chose, du moins positive, sur laquelle il communique, c'est qu'effectivement, dans le projet du club, ce serait de redonner un peu plus d'identité régionale, à la fois dans l'effectif et aussi dans la gestion de l'effectif, c'est-à-dire arrêter d'avoir des joueurs qui pètent le feu un an et après, forcément, avec lesquels on fait du trading et qu'on ne voit plus, quoi, qu'on s'identifie un peu plus à l'effectif aussi, quoi. Bon, donc, de toute façon. Si j'associe, je dis Julien et Stéphane, avec un peu d'espoir pour remplacer Maignan, et prochaine, on a le gardien de but de la SK Pinghem, quoi, régional. Et puis, Mais François, je suis vraiment pas d'accord avec toi quand tu dis on se fout de pas connaître Martin Peterman. Oui. On serait quand même dans le seul club en France où l'actionnaire n'est pas incarné par quelqu'un qui s'est présenté, qui a communiqué sur son amour du business, de l'immobilier, comme Franck Marcourt, du football. Je suis désolé, ça n'est pas possible. Même au PSG, on connaît le visage de l'actionnaire, on sait qu'il est présent dans beaucoup de décisions, même si c'est beaucoup une question de pognon avec le Qatar. Le mec, on sait que sur les décisions importantes, quand il faut renouveler Neymar, Mbappé, on sait que la décision, elle vient du Qatar. Ce mec, on ne sait rien de lui. Trouver une photo de lui, c'est une gageure. Moi, je sais que j'ai mis des jours et des jours pour la trouver. Ça n'est pas normal. Enfin, on est dans un sport. Envoie-nous la photo. On est dans un sport passion. On est dans un sport. Enfin, le mec envoie un signal qui est délétère. Je ne me présente pas, je ne vous parle pas, je ne dis pas pourquoi j'investis dans le football. Ça veut bien dire qu'il est là que pour la finance. Et c'est forcément, ça ne peut être que catastrophique. Il n'y a pas de projet vertueux quand ton seul objectif, c'est de faire de l'oseille dans le foot et c'est tout, qu'il n'y a même pas une once de passion. C'est pas envisageable, c'est pas possible. Et putain, moi, j'aurais aimé être Montpelliérain pour soutenir Montpellier, qui est le dernier club familial de France. Voilà. Et on peut avoir une vie privée, bien pas? C'est incroyable, ça. Bon, cool. C'est quoi cette histoire? Julien, on avait quelques auditeurs, ils viennent tous de zapper sur le match du PSG à cause de toi, c'est vraiment un scandale. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce jeu de rumeurs là, qui envoie Galtier un peu partout en France? Arnaud, oui, Christophe. Je vous écoute, je dirais le projet du LOSC, si tu l'as compris, c'est qu'il a été mal expliqué, quoi. C'est ça le résumé du truc, hein. C'est qu'en fait, il n'y a personne qui en parle, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et voilà, si tu as compris le projet, c'est que tu es à côté de la plaque. Bon, ok, on va faire avec. Hein. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux? Oui, alors après, niveau, pour venir, enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec Julien. Après,
on veut savoir le projet du LOSC. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui dévoilent tous les projets du LOSC. Peut-être que là, actuellement, peut-être que ça fait plusieurs journées de championnat que Galtier a rencontré ses dirigeants et ils connaissent peut-être déjà le projet de l'année prochaine. Il sait déjà qu'il faudra peut-être laisser partir tel ou tel joueur. Moi, je pense que là, il n'a pas besoin de parler en direct à la presse, à la télévision et autres pour dire voilà le projet c'est ça, ça et ça et ça. Il s'occupe, comme il dit, du championnat. Il veut absolument terminer premier, au moins dans les 2 premières places. Il fait abstraction de tout ce qui est du fait que il est amené à aller à Nice, à Lyon, à Tataouine. Non, lui il pense simplement à son championnat. Il veut bien finir, s'il finit à Lille, pour plus revenir l'année prochaine, il veut finir en tant que premier ou deuxième du championnat, il va faire le meilleur qu'il soit. Après, il verra. Je pense que les rencontres définitives avec les dirigeants seront ficelées vers la fin. Mais je pense qu'il a quelque chose en tête, Galtier, et je pense que le fait d'arriver premier ou deuxième va peut-être jouer en faveur peut-être de Lille. On verra bien par la suite. Je suis d'accord avec J'aime toi, beaucoup ton optimisme, Arnaud, mais le truc, c'est que Galtier, face à un projet, on connaît sa réaction. Pendant les années Lopez, il a toujours parlé du projet. Il a toujours dit que le projet était très clair. Il a toujours dit qu'il dialoguait beaucoup avec son président, qu'il dialoguait toujours avec Campos, qu'il aimait le projet parce que même si le renouvellement était très fort des joueurs, Campos avait toujours un coup d'avance, avait toujours le 11 de l'année suivante. Et il avait 2 joueurs sur chaque poste à proposer. Tu ne l'entends jamais dire ça aujourd'hui. Et je pense que Christophe Galtier est tellement quelqu'un de sincère et d'honnête que si le projet existait, que s'il en avait la moindre idée, il communiquerait dessus et il dirait exactement comme il le disait du temps de l'ère Lopez, il dirait oui, le projet pour moi il est clair, on va reconstruire avec des jeunes du Creux, etc. En l'occurrence, il n'en dit pas un mot et donc je pense que s'il ne dit pas un mot, c'est que ce projet n'existe pas. Après, en tout cas, il n'est pas au courant. Après, je sais pas, parce que comme il a toujours encensé Lopez et compagnie, et là il s'est senti trahi. Est-ce que maintenant le fait de dire oui, alors j'adore ce nouveau projet avec les temps et compagnie, et qu'il se refasse retrahir encore une fois, ils vont peut-être le prendre pour un naïf, je sais pas. Mais et c'est vrai il a toujours dit j'adore ce projet de Lille avec Campos, avec Lopez, etc. Mais quand on a vu Lopez interviewé 2 jours avant ce qui est sorti sur les antennes de Canal+, en disant tout va bien à Lille, tout va bien, et puis 2 jours après on le voyait dehors, je pense qu'il a un peu peur de ça. Après on voit. Après c'est comme dit c'est Rico qui dit sur Twitch, que veut dire un projet quand tout s'écroule tous les 3 ans dans tous les clubs. Et c'est vrai qu'on peut plus parler de projets réels à long terme dans tous les clubs. Il y a toujours un hic derrière. Il suffit qu'on fasse une sale saison, on doit vendre beaucoup et on repart sur des bases différentes avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. Nous, on a l'avantage, entre parenthèses, c'est que, par exemple, je prends un exemple tout bête. Il y a 3 ans, on avait Pépé. On a dit, faut absolument le garder. On vend Pépé. Catastrophe. On va plus en trouver un bon, quand même. On a Osimhen. Il marque encore autant de buts. On vend Osimhen. On se dit, allez, c'est fini, on repart avec à 0. Là, on récupère David. Ah ben David, sur le peu qu'il a bien joué, pour moi, il est pas mauvais. Hein. Moi, je pense que ça peut repartir sur de nouvelles bases. Galtier, je crois qu'il attend la fin du championnat pour vraiment mettre toutes les cartes sur table en disant voilà, avec le club actuellement, je suis arrivé premier, je suis arrivé deuxième. Maintenant, vous me dites dans 5 jours quel est le projet réel, sinon je me casse. Je pense que ça va être un truc comme ça. Stéphane, tu voulais réagir juste après Julien, je t'ai vu bouger. Ouais, je disais, après le recrutement, ça tient un peu de choses, parce que c'est vrai que par exemple, on parle de Yilmaz, mais si notre ami Loïc Rémy avait accepté la prolongation, bah, on aurait eu un Loïc Rémy blessé les 3/4 de la saison à la place de Yilmaz. Hein, donc des fois, le recrutement, ça tient aussi à peu de choses, quoi. Et Loïc Rémy, au départ, on était censé le garder. Il y avait une proposition de contrat qui était devant lui, et voilà, quoi. Donc, qui lui avait été faite, et Christophe Galtier comptait sur lui. Ça, c'était juste une aparté, mais selon moi, Christophe Galtier, à 80%, il a déjà pris sa décision et il ne restera pas à Lille parce que le projet est flou, parce qu'il a déjà fait 4 ans
et puis parce qu'il a une possibilité pour aller à Lyon, où justement les contours du projet sont moins flous, tout simplement. Après, moi, je suis pas sûr qu'il ira à Lyon, parce que la Aulas attitude, je suis pas sûr qu'il va aimer, parce que Aulas, c'est un peu spécial aussi. Moi, je pense que si on finit premier ou deuxième, il aura dit, voilà, j'ai fait mon j'ai fait mon parcours en Ligue 1, c'est bon, je suis premier, je peux tenter quelque chose à l'étranger. Je suis pas sûr qu'il ira à Lyon. Pour conclure sur le sujet, Georges, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non. Moi, la petite idée, indépendamment du projet lillois à venir, et si simplement, enfin, je veux dire, pour Galtier, la boucle se bouclait pas, par exemple, si Lille est champion de surcroît, je veux dire, c'est quand même sortir par la grande porte, c'est éviter ce qu'ont fait certains la saison de trop. Enfin, je sais pas, peut-être qu'aussi, c'est un choix de carrière qui peut être mené uniquement sur cette perspective-là, et pas forcément, même si en effet, on a tous, en toute façon, ce projet, on le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas de quoi ça va coucher. Mais peut-être que la décision est prise indépendamment de ça, en fait. Bon, de toute façon, les réponses vont venir assez rapidement, sans attendre le mercato d'été. Effectivement, les premières déclarations de Christophe Galtier qui vont certainement arriver d'ici la fin de saison ou juste après la fin de saison, s'il veut vraiment isoler en fait sa situation personnelle par rapport à la situation du club, devraient nous donner des indications à la fois sur le futur entraîneur du LOSC. On va essayer d'écouter, voir si Antoine Camboiré s'est inscrit au Golfe du Sahara. Ça pourrait donner un indice. Et puis surtout, Très bon indice. Tout à fait. Et dans un deuxième temps, on aura des indications sur le mercato et donc ce que va devenir le club par rapport à une éventuelle saignée et un éventuellement recrutement qui permettrait finalement de satisfaire aux ambitions sportives futures. Je vous propose de conclure avec cette deuxième partie et d'entamer la troisième et dernière partie de l'émission. Il est déjà 21h30, on a été un peu bavard. Donc troisième partie, prochain match Montpellier, gare à cet adversaire encore ambitieux. Montpellier qui est 8e du classement, à 6 points de lance, c'est-à-dire d'une place qualificative en Coupe d'Europe, à 3 points de Marseille. C'est finalement sa dernière chance en battant Lille de se rapprocher de ses adversaires pour la Coupe d'Europe, en sachant que Montpellier est encore qualifié en quart de finale de la Coupe de France et il rencontre le fameux Canet-Roussillon qui a éliminé Boulogne et surtout l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce que l'objectif Coupe de France peut venir finalement passer au-delà de l'objectif qualification par les championnats? Comment voyez-vous ce match contre Montpellier? Qui veut commencer? Christophe C, est-ce que ta communication est meilleure? On va tester ça. C'est une équipe qui me fait peur, vraiment. J'aime beaucoup son duo d'attaque, qui est vraiment ce qui se fait, en tout cas actuellement dans le championnat, ce qui me plaît le plus en ce moment, ouais, avec deux joueurs, Laborde et Delors, qui ont pas mal marqué, plus que nous, on va dire. Ils sont déjà à 12 buts et 11 buts pour les deux. En plus, ils jouent pas mal ensemble, c'est parmi les meilleurs passeurs du championnat. Voilà, une équipe performante devant. Alors par contre, je pense que leur défense centrale va nous plaire avec nos joueurs s'ils sont à leur meilleur, qui rentrent pas mal à l'intérieur, avec une bonne défense centrale un peu lente, un peu lourde, qui a du mal à se retourner. Ça va être sympa avec Gourak devant. Voilà. J'espère une victoire, forcément. Ce serait important d'enchaîner quand même et pas lâcher comme ça sur la fin, c'est important. Et voilà. Mais j'ai un petit peu peur de leur duo, Laborde de l'or. Si on arrivait d'ailleurs à en recruter un des deux, je serais assez d'accord. J'aime beaucoup Laborde notamment. Voilà ce que je pouvais en dire, en espérant que ce n'est pas coupé. Alors, les statistiques confirment ton analyse qui n'a pas du tout été coupée, je te rassure. Donc, je disais tout à l'heure que Montpellier était 8e. Ils ont marqué 52 buts, c'est la 5e attaque du championnat. Ils en ont encaissé 53, c'est la 15e défense. Donc, c'est vraiment très significatif de leur force et de leur faiblesse. Christophe D, comment tu vois ce match contre ce 8e du championnat? D'abord, le match aller, c'est le plus beau match de la saison pour nous, enfin, plus beau match pour les spectateurs. Je veux dire, même si on n'était pas Lillois ou Montpelliérain, on a vu un super match, ça partait de partout. Et en gros, c'est l'équipe qui a mieux maîtrisé la défense qui a réussi à gagner, quoi.
Et ben, si c'est le même match, ça va être compliqué parce que ça sera au couteau. Mais oui, je les crains. Je crains leur milieu de terrain aussi. Savanier, Mollet, c'est pas mal. C'est une belle équipe. Mais après, derrière, comme dirait Christophe, je suis assez d'accord avec lui. Derrière, c'est un peu ancien, c'est un peu statique, et j'espère que ça suffira pour qu'on puisse marquer plus de buts qu'eux. Et puis, tant pis pour la clean sheet, mais si on gagne, c'est bien. Georges, toi aussi, tu vois ce match d'une façon mitigée? Ouais, non, ouais, je les ai vus contre Marseille, donc c'est un peu ça. Je crois que ce match est un résumé de leur saison. Et en effet, à chaque fois que je les ai vus jouer cette année, tu parlais du match aller à Lille, j'ai vu le match à Lens aussi où ils gagnent 3-2. Et à chaque fois, ça joue, c'est magnifique, ça enchaîne. Enfin, je pense au troisième but, si vous voulez, le troisième but contre Marseille, il est extraordinaire. Il y a un enchaînement, une touche de balle, un centre, c'est somptueux. Et ouais, c'est un peu ce qu'on voit de cette équipe. C'est flamboyant devant, et c'est possible, c'est compliqué derrière. Ils en prennent 3 contre un Olympique de Marseille qui est quand même pas un foudre de guerre. Donc la question est de savoir si Hilton aura ou pas son déambulateur, parce que ce sera plus le même match, quoi. Mais clairement, moi j'ai un peu l'impression que c'est un match aux 2 scénarios un peu extrêmes. Je veux dire, si on réussit à maîtriser leur belle paire d'attaquants, il y a peut-être manière à gagner un match assez largement, mais ça peut aussi être une défaite, une déconvenue à la maison. J'ai l'impression, enfin, moi, si je devais jouer, je jouerais tout sauf le nul, quoi. Bon, on fera le concours de pronostics pour terminer l'émission comme d'habitude. Julien, tu trouves que Montpellier, c'est un adversaire suffisamment fort pour avoir un Lille très motivé, ou tu crains un Lille un peu déconcentré sur ce type de match? Je crois de toute façon que les Lillois, ils sont pas plus idiots que nous, hein. Donc tout ce qu'on vient de se dire, ils le savent parfaitement, ils le savent même mieux que nous. Donc comme tu l'as introduit, le fait que ce soit quasiment la dernière chance pour Montpellier d'aller encore chercher cette 5e place qui appartient à Lens aujourd'hui, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'ils le fassent. Comme vous tous, je suis très séduit par cette équipe. J'aime Laborde, j'aime TJ Savanier, Andy Delors. Vous n'avez pas cité Jordan Ferry, qui est aussi un très bon joueur. En effet, Florent Mollet. On peut aussi citer des très bons remplaçants comme Arnaud Souquet qui rentre, et c'est lui qui centre sur le 3e but à la fin du match contre Marseille. Et en même temps, les raisons d'espérer, c'est que Marseille n'a pas été du tout génial ce week-end. Et pourtant, ça fait 3-3. Et pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, la défense de Montpellier, elle est faiblarde. Ils ont surtout une très belle animation offensive. La bonne nouvelle, c'est que nous, on est très fort en défense. Donc, je pense qu'on va réussir à les contenir. Et je pense qu'on va gagner ce match. Et je le répète, encore une fois, un vrai coup de cœur. Je l'avais déjà dit au match aller pour moi, pour cette équipe de Montpellier. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, où certains disaient il n'y a plus de projet aujourd'hui dans les clubs de foot en France, allez voir Montpellier, les gars. Regardez s'il n'y a pas un projet autour d'un président qui est le fils de l'ancien président, avec que des anciens qui sont issus de la maison, avec Michel Mézy qui est le conseiller, le vieux sage, avec les anciens gardiens qui entraînent les gardiens, les anciens joueurs qui entraînent les équipes de joueurs. Ce club, il est génial. Moi, c'est comme ça que j'aime le foot. C'est un foot qui est encore populaire, c'est un foot qui est encore incarné, c'est un foot qui est encore un foot de passionnés. J'aime ce club de Montpellier, pourtant je n'aime pas la ville de Montpellier particulièrement, mais c'est comme ça que je vois le football, c'est comme ça que je l'imagine, et c'est tout ce qui me manque au LOSC aujourd'hui. Stéphane, tu as entendu nos réactions, tu seras au match, c'est vendredi soir je pense? Oui, vendredi soir avec le coup d'envoi, le fameux coup d'envoi à 21h. Là, on risque d'en avoir quelques-uns, des coups d'envoi à 21h. Pour nous, c'est toujours un peu chaud. Mais sinon, oui, je crains que ce soit le genre de match, justement, où on ait 2 ou 3 buts dans les 10 dernières minutes et où il faille recommencer tout son papier, quoi. Voilà. C'est un match où il peut se passer beaucoup de choses. C'est vrai que sur le papier, moi, j'ai envie d'être plutôt optimiste parce que c'est contre ce genre d'équipe que Lille joue le mieux, finalement. Contre ce genre d'équipe qui joue au ballon, qui vont vers l'avant, qui ne ferment pas le jeu et qui, alors la petite cerise sur le gâteau, on a une défense un petit peu lourdeaude. Donc ça peut le faire. C'est peut-être l'adversaire qu'il nous faut à 5 journées de la fin pour gagner encore un match et espérer que le week-end prochain, justement, en ayant encore à nouveau ouvert la journée de championnat, mettre la pression sur les autres. Moi, j'étais persuadé qu'il y en aurait au moins un qui lâcherait du lest cette semaine après nous.
Et le week-end prochain, on va encore jouer en premier. Le vendredi soir, il faut gagner et mettre la pression sur les autres et faire en sorte qu'il y en ait un ou deux dans l'eau là, qui lâchent enfin du lest et qu'on se dise on va être champion. Alors, le week-end prochain, donc après le match de Montpellier, sauf erreur de ma part, c'est le match contre Lyon. Donc, il y en aura forcément un qui va lâcher du lest. Hein. Oui, tout à fait. Mais là, on joue le vendredi, François. Et c'est bien de jouer le vendredi. Quand tu gagnes et que tu joues le vendredi et que tu gagnes, eh ben après, tu mates les autres matchs à la télé en disant c'est aux autres de faire le taf. Donc ça peut être intéressant. Bon. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux? Oui, alors sur Facebook, on a Phil qui dit « Le destin du LOSC en cette saison va se jouer contre les petits », entre parenthèses. Et c'est vrai que les matchs contre Lyon, PSG et autres, déjà on a vu le PSG, on a gagné, donc c'est bon. Et non, il y aura plus que le Lyon, et c'est vrai que le reste ne fera pas se perdre comme on a fait contre Nîmes. Donc je pense que ce match-là, il va être plaisant à voir, je crois. Je pense que deux équipes, comme dit tout le monde, vont vouloir jouer. Et Montpellier est vraiment un club qui aime jouer aussi. Et Phil qui dit aussi, je pense aussi que la différence pour le LOSC se fera si nous récupérons une attaque digne de ce nom, avec les Yazice et consorts. Et d'après ce que j'ai compris aussi, j'ai vu dans une information, je sais pas, Stéphane pourra confirmer, mais il paraît que David pourrait revenir contre Montpellier dans le groupe. Alors, Jonathan, David. Nous, après, on fait des déductions. À partir du moment où le joueur se remet à courir le week-end dernier, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas être opérationnel pour entrer en jeu contre Montpellier. Peut-être pas démarrer, mais au moins entrer en jeu. Et en tout cas, être opérationnel quasi à coup sûr contre Lyon. En tout cas, les docteurs ont fait des miracles. Hein. Oui. Ouais, c'était pas si grave que ça, cette affaire. Ou alors il y a eu un joli footballeur canadien, un petit coup de bluff la veille. Footballeur canadien des ligaments allemands, quoi. Après, sinon, il y a Rico qui dit Delors me fait peur, Savanier est très fort et ça va être dur. Et c'est vrai que ça va être dur aussi. Bon, après, j'ai fait une petite recherche. Il n'y a pas de petits bonbons en forme de dog, donc c'est bon. Delors, il avait préparé son petit bonbon en forme de crocodile. Il n'y a pas de dog, hein, donc ça va. Je vous propose de terminer l'émission en faisant le petit tour des pronostics. Alors, sans piternelle question, qui veut commencer? Alors, vous savez qu'au Bistrot des LOSC, on donne le résultat et on donne les buteurs. Donc, allez, Julien, tu es caché, mais je suis sûr que tu as eu le temps de réfléchir à ton pronostic. Bien sûr, 3-2 pour le LOSC. Doublé du Kral, premier but de Sven Botman sur corner et un doublé de la Borde. Christophe D. Alors ouais, moi je vais dire 3-1 pour le LOSC, hein, bien sûr, parce que je pense qu'on va tenir en défense et qu'on marquera des buts. Les buteurs, Bourak. Après, je pense qu'il y a un milieu de terrain qui marquera, je ne sais pas lequel. Sanchez, par exemple. Et puis, j'aimerais bien que Couillard marque un but. Ce serait bien. Et pour Montpellier, qui veut. Hilton, je ne sais pas. C'est pas le non. Hilton de la tête sur corner. Christophe C. Allez, 3-1 pour lui avec Ikoné, Bourak et comme j'ai dit du mal de lui tout à l'heure, même si c'était pas bien méchant, André. Un seul but hein, pour nos amis lincellois qui nous écoutent, qui réclament souvent le doublé de Benjamin André. Donc un seul but d'André. Georges, tu as un pronostic? Je crois que c'est le moment ou jamais. Je vais faire la Baptistade, le 5-4. On va le faire ce coup-ci. La Baptistade. Je vais la jouer. La Baptistade. Alors, par contre, tu vas te mettre en difficulté pour énumérer le nom des joueurs. Non, j'allais dire, je ne vais pas donner le nom des buteurs, sinon, disons, on y est encore. Quoi. Stéphane, tu as vu que nous sommes très optimistes. Est-ce que ton aspect journaliste a un côté plus raisonnable? Non, là, moi, je vais d'abord raisonner avec mon portefeuille. Je suis un peu à la dèche en ce moment. Donc, je vais mettre 10 balles sur un 0-0 parce qu'à mon avis, la cote va être pas mal. Et puis, finalement, c'est pas impossible. C'est souvent les matchs où on attend beaucoup, où finalement, à l'arrivée, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je ne te demande pas le nom des buteurs. Par contre… Tu n'as pas besoin de me demander le nom des buteurs. Mais moi, en fait, c'est toujours ce que je crains. Et c'est vrai que souvent, quand on fait tout un foin avant un match en disant « Ah ouais, ils attaquent, machin, etc. ça va être flamboyant, on va avoir plein de buts », souvent, on est un peu déçu.
Donc, je vais mettre 10 balles sur le 0-0, en espérant que ça fasse pas ça. Comme ça, si je perds mon pari et que je gagne pas de fric, mais que Lille gagne, je serai quand même content. Le syndrome. Christophe, tu disais C'est le Christophe syndrome Monaco un peu. Contre Monaco, on s'attendait à un match ouvert et finalement. Ouais, bah oui, On a eu, exemple. Arnaud, Non, est-ce que on a été bon à Monaco. À Metz, on n'a pas été bon, on marque 2 buts. Donc, tu vois, il y a moyen de ranger. Arnaud, est-ce que tu as des pronostics? Est-ce que tu veux nous faire part de certains pronostics que tu as vus sur les forums? Oui, alors il y a Derrick Cotte qui dit 2-1 pour Lille avec but de Bourak. Sinon, Losk Boy qui dit victoire de Lille 2-1 avec Bamba et le Kral. Et Rico qui voit aussi 1-0, but de Bourak aussi, d'après ce que je vois. Et moi, je vais citer Georges Hellens qui disait pour gagner, il faut marquer un but de plus que l'autre. Bah voilà. Pour moi, c'est clair. Bon, écoute, on prend ton pronostic avec plaisir. Voilà, il est temps de terminer cette émission. Vous savez, comme d'habitude, moi, je me refuse à faire des pronostics. Vous savez, je suis très mauvais, je suis très superstitieux, et la conjonction des deux ne me permet pas de dire quoi que ce soit. Donc, je vous propose de conclure cette émission. Je voulais remercier Stéphane Carpentier pour sa venue dans le bistrot d'Aléos. Merci Merci de m'avoir invité à venir boire un coup avec vous et de refaire et faire les matchs. C'était super sympa. Écoute, la porte reste ouverte quand tu veux. Merci aux intervenants. Alors, je vais commencer par Julien. Merci Julien des Dogs de Paris. Merci, à bientôt. Merci Christophe D. Merci à vous, salut. Merci Christophe C. Bonne soirée à vous. Merci Georges. Merci Arnaud. Merci à tous les supporters qui sont intervenus avant, pendant et qui interviendront après l'émission. Je vous rappelle que le replay va être disponible dans quelques instants sur le Twitch, sur la chaîne YouTube ou sur le Facebook. Nous vous proposerons un résumé dans quelques jours. N'hésitez pas à liker, partager et à faire part de la bonne parole du bistrot d'Alélos auprès de votre entourage. Cette émission est aussi la vôtre. Je vous souhaite une excellente semaine avec ce match très important Montpellier-Lille en début de week-end et je dis comme chaque semaine, allez le LOSC. Bonne soirée.